Bonjour à tous, je vais donc vous parler du télésuivi de la ventilation à domicile et la façon dont on s'organise à Rennes. Alors, tout d'abord, rappeler que la télémédecine, c'est au cœur des orientations du plan Ma Santé 2022, que c'est désigné comme un facteur clé d'amélioration de la performance de notre système de santé. Et c'est aussi une des réponses organisationnelles et techniques aux nombreux défis que sont les défis épidémiologiques avec le vieillissement de la population et forcément, de façon corollaire, l'augmentation des pathologies chroniques. C'est également un défi démographique parce qu'on sait qu'il y a une inégale répartition des professionnels de santé sur le territoire. Un défi économique parce qu'on imagine que, même si ça reste à prouver, ça pourrait entraîner une diminution des coûts avec un gain d'efficience. Et c'est aussi un défi pour essayer d'améliorer le pronostic, de certains de nos patients. Alors le télésuivi, le circuit de l'information, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que, mais ça, je pense que vous le connaissez, le ventilateur a la capacité de communiquer avec un serveur sécurisé. Ce serveur, de façon légale, se trouve forcément en France, hein. Et de ce serveur envoie des informations soit vers un logiciel constructeur, soit vers le logiciel du prestataire. Et ça se retrouve sur la plateforme du prestataire ou sur la plateforme constructeur, ou avec un lien entre les deux. Et le médecin peut ainsi consulter la plateforme prestataire ou la plateforme du logiciel constructeur. Il y a quand même une chose qui est, j'en parlais hier, qui est absente, c'est que le patient, eh bien, en fait, interagit assez peu, autant en recevant des données, même si certains prestataires mettent à disposition, et c'est d'ailleurs légal, qu'ils mettent à disposition une application pour pouvoir connaître les données de son ventilateur. Mais actuellement, il ne peut pas facilement fournir des données qui pourraient être consultées par le médecin et enrichir cette base de données. Alors, qui dit télésuivi peut dire, mais ce n'est pas du tout systématique parce qu'il y a plusieurs niveaux d'utilisation. On peut mettre en place une télésurveillance avec un système d'alerte. Et dans ce cas-là, on suit essentiellement l'observance, l'IH et les fuites, qui peuvent être une alerte technique quand c'est pris en charge par le prestataire, une alerte médicale, où peut avoir différentes actions de réévaluer s'il faut vraiment une ventilation, si on surveille l'observance ou si on détecte des exacerbations. Alors, je vous fais une présentation des différents acteurs ou du point de vue du patient, quels peuvent être le rationnel, le bénéfice et les contraintes pour chacun de ces acteurs. Pour le médecin, parce que ça me paraissait le plus simple de vous présenter comme ça, parce que d'un point de vue pratique, la logique aurait été de présenter d'abord le patient, parce que c'est avant tout pour lui que ça doit bénéficier le télésuivi. Pour le médecin, le rationnel, il n'est pas forcément évident parce que dans les quelques études de télémédecine qui ont été réalisées, eh bien, vous voyez ici chez des patients BPCO, insuffisants respiratoires de toutes sortes, dilatation des bronches restrictifs ou neuromusculaires, chez qui on regardait différents paramètres comme le poids, la saturation, et on regardait quel est le temps jusqu'à exacerbation. Il n'y avait pas de différence significative, avec au contraire une augmentation des coûts de santé parce que ça a augmenté par 4 les consultations. Dans cette autre étude, où on évaluait 312 patients de gravité variable qui avaient déjà exacerbé, on les suivait à 9 mois et on regardait de façon quotidienne, parce que vous imaginez quand même la contrainte, on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus, de mesurer de façon quotidienne l'impédance respiratoire et on regardait quel était le
nombre d'hospitalisations. Et on voit que chez les patients dans le groupe interventionnel avaient un taux d'hospitalisation qui était légèrement inférieur, avec un coût de santé moindre pour les patients télésuivis. Ils étaient un peu moins hospitalisés. En revanche, ils consommaient un peu plus d'antibiotiques. Cette autre étude mesurait la saturation, la fréquence respiratoire, la spirométrie tous les jours. J'insiste quand même sur ces protocoles et sur leur charge pour les patients. Et on voyait qu'il n'y avait pas de différence significative pour aucun des critères. Et puis, de façon plus récente, la télémédecine, elle a été aussi un moyen d'essayer de mettre en place la ventilation à domicile. Et cette étude évaluait une mise en place à l'hôpital versus une mise en place à la maison, avec quand même une organisation qui était assez lourde. Et on voit qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de résultats sur la CAPNI. Il y avait également pas de différence en termes à 6 mois, avec tout de même des pressions et une fréquence respiratoire qui était plus élevée lorsque on l'installait à l'hôpital, et une installation qui était quand même plus courte à l'hôpital qu'à domicile, et on comprend bien pourquoi. Et puis enfin, en termes d'amélioration fonctionnelle, c'était un peu meilleur à l'hôpital. Ceci dit, la chose très importante, c'est que le coût de mise en place à la maison était largement inférieur à celui à l'hôpital, et ça fait donc aussi réfléchir. En termes de bénéfices pour le médecin, il y a d'abord un prérequis pour avoir vraiment ces bénéfices. C'est d'abord une excellente interaction avec votre prestataire, et d'avoir un technicien qui soit parfaitement formé à la ventilation non invasive, et un médecin qui est également parfaitement à l'aise avec l'outil de télésuivi. Il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas d'études prospectives sur le télésuivi des paramètres fournis par la ventilation, même si certains sont en cours actuellement. Et ce qu'on peut télésuivre, c'est donc l'observance, les fuites, l'IAH, la fréquence respiratoire, tous ces paramètres que nous fournissent les ventilateurs. Quel est l'intérêt que cela peut avoir? En période d'initiation, vous savez que c'est important d'obtenir environ, on dit que le ventilateur et l'observance est bonne dès qu'on obtient 6 heures d'affilée. En période d'initiation, on sait aussi qu'il faut éviter cette fragmentation, on en a parlé hier, et c'est quelque chose qu'on peut apprécier en télésuivi. Hors période d'initiation, on essaye d'avoir, ces 3 études, essayer de déterminer qu'une observance entre 5 et 6 heures était correcte. C'était un minimum nécessaire pour avoir une efficacité. On ne regarde pas seulement la durée, mais on regarde aussi les variations d'observance d'un jour sur l'autre. Et il avait été, par exemple, montré qu'une variation d'observance d'un jour sur l'autre chez des patients BPCO était un surrisque d'exacerbation. Et donc, c'est des choses que l'on peut également apprécier par le télésuivi. Dans les variations d'observance, il y a d'un jour sur l'autre, mais il peut y avoir aussi un arrêt. Et ça, les causes sont multiples, mais ça doit quand même attirer l'attention, parce que certaines causes sont banales, comme blessure du nez avec le masque, un voyage, mais ça peut être aussi le témoin d'une décompensation respiratoire. Et c'est donc, ça peut être l'objet d'un appel patient. Vous voyez ici, par exemple, ce patient était en exacerbation. On peut également, dans les variations d'observance, assister à une augmentation de l'utilisation, et c'est souvent le témoin d'une décompensation respiratoire. Et c'est donc aussi quelque chose qui peut amener à un appel patient, et éventuellement à une consultation, voire une téléconsultation pour une prescription.
On a vu l'observance, on peut également suivre les fuites et vous le savez, c'est le problème technique le plus fréquemment rencontré. Évidemment, on imagine bien pourquoi ça diminue l'efficacité de la ventilation, mais également ça perturbe la qualité du sommeil avec une augmentation des micro-éveils, une diminution du sommeil paradoxal. Vous le savez également, ça génère des asynchronies et finalement, ça diminue l'observance. Et on sait également que lorsqu'on corrige ces fuites, on entraîne une amélioration de l'efficacité de la ventilation. Ces fuites excessives, eh bien, on peut les regarder par télésuivi et quelquefois des gestes simples qui peuvent être faits par télémédecine, comme ajouter un humidificateur chauffant. Enfin, le médecin peut prescrire, après une consultation télésuivie, ce genre de choses. On peut ajouter un humidificateur chauffant, on peut renouveler le masque narinaire, comme ici, où on voit, après l'action correctrice, une diminution des fuites. Ça peut être aussi la mise en place d'un masque facial, où on peut assister à une résolution des fuites, et puis quelquefois une résolution des fuites, mais aussi une résolution des apnées, même si on sait bien qu'après une mise en place d'un masque facial, on est toujours vigilant sur l'apparition d'événements respiratoires obstructifs liés au masque. Sur l'index apnée-hypopnée, on connaît bien sûr les réserves sur les données fournies. Vous savez que la dénomination des événements respiratoires est propre à chaque appareillage. Donc, on est toujours un peu critique sur les données qui sont fournies. C'est pour ça qu'on parle d'un IAH machine ou un IAH débit. Cependant, lorsque l'IH est supérieur à 10, on peut être à peu près certain qu'il existe un véritable problème. C'est un problème qui n'est pas rare, hein. En polygraphie, on trouve 24% des patients sous VNI qui avaient un IH supérieur à 10, alors que les fuites étaient faibles. C'est vrai, c'est une étude un peu ancienne, mais et que le problème principal de l'IH élevé, donc, chez 14 patients, 14 sur 16 patients, c'était en rapport avec un problème de masque facial. Le plus souvent, c'est de nature obstructive, même si, vous le savez, les ventilateurs, beaucoup ne font pas la différence entre obstructif et central, et c'est simplement, quelquefois, la lecture des courbes qui permet de le préciser. Quelques exemples où, par exemple, ce patient qui avait un masque facial, qui dormait sur le dos, on lui conseille un sommeil en décubitus latéral et ça améliore les choses. Le GAVO 2, avec le GAVO 2, on a euh, proposé un arbre décisionnel de prise en charge. Cet arbre décisionnel, vous pouvez le consulter sur le site du GAVO 2. Ça peut être un guide et c'est quelque chose que vous pouvez prescrire avec une signature à votre prestataire pour une prise en charge. Sur cet arbre décisionnel sont précisées les actions correctrices envisagées en rapport avec le problème posé, mais également les moments où il faut absolument demander l'avis au médecin. Ça existe pour l'IAH, ça existe également pour les fuites avec quelque chose qui est un peu plus compliqué. C'est donc une façon de protocoliser la prise en charge. C'est évidemment la nécessité d'une formation du technicien et d'une bonne interaction avec votre prestataire. On peut donc télésuivre l'observance, les fuites, l'IAH, mais on peut également vérifier l'efficacité thérapeutique en monitorant par exemple la fréquence respiratoire. On peut avoir des données qui sont quotidiennes, mais on peut également regarder des données détaillées sur une seule nuit. Et vous voyez ici, par exemple, un patient qui a dormi 8 heures et qui fait très peu d'événements respiratoires, et ici qui présente très peu de fuites. Donc, on peut considérer que, au moins sur ces deux éléments, eh bien, il y a une certaine efficacité.
Vous le savez sans doute, 2 études chez le patient BPCO ont, montré, alors, c'était des études quand même rétrospectives ou prospectives rétrospectives, je ne sais pas comment on doit les appeler, mais, ont démontré qu'une augmentation de la fréquence respiratoire des patients ventilés était associée à un surrisque d'exacerbation. Ce seuil de 2 de fréquence respiratoire était associé à ce surrisque d'exacerbation, avec une sensibilité qui était quand même moyenne, hein, de 46% et une spécificité de 89%. C'est pour ça que je suis assez, voire très, prudent sur, la validité de ces alertes en pratique qui, quelquefois, peuvent épuiser le patient et le prestataire avec des alertes qui n'en sont pas. Ceci dit, c'est quelque chose qui marche. On trouve des cas cliniques comme ici, hein, où on voit très bien cette fréquence respiratoire qui augmente, une utilisation qui est un tout petit peu supérieure de ce patient qui cliniquement exacerbait. On peut également modifier les réglages lorsque vous avez vu une anomalie et que vous pensez une action correctrice possible. Ça peut se faire via le logiciel fabricant, ça peut se faire aussi via le logiciel du prestataire qui ensuite fera la modification. C'est évidemment que ces actions doivent être tracées et elles sont, comme toute prescription, sous votre entière responsabilité. Les contraintes, on y vient justement pour le médecin de ce télésuivi, c'est que lorsque vous changez des réglages, par exemple, mais ou toute autre chose, vous devez informer votre patient de tous ces changements. Forcément, c'est une prescription, donc vous en êtes responsable comme toute autre prescription. Avec votre prestataire, vous devez définir le circuit des alertes, les jours ouvrés auxquels vous pouvez être appelé, les horaires d'alerte. Pour être pratique, moi j'ai défini que je voulais recevoir les alertes par mail entre 11 heures et midi, les jours où je suis présent. Et en cas d'absence, on appelle mon secrétariat et mes collègues prendront en charge. Vous devez définir également un circuit des alertes alternatif en cas d'absence, si vous n'exercez pas en groupe. Et enfin, vous devez répondre aux alertes, ça c'est la moindre des choses. Encore une fois, le télésuivi n'impose pas la génération de ces alertes, c'est vous qui vous mettez d'accord avec votre prestataire. Du point de vue du prestataire, le télésuivi, il a des bénéfices. D'abord, c'est le développement, l'utilisation d'un outil informatique dédié. C'est aussi l'occasion d'uniformiser les pratiques et de protocoliser la prise en charge dans le but d'une meilleure efficience. Ça, je pense que c'est une voie d'amélioration qui est essentielle. C'est aussi l'application de procédures de gestion des alertes. Et c'est enfin le renforcement du rôle du prestataire qui se retrouve au centre des données qu'il reçoit du ventilateur, des données qu'il détient concernant l'appareillage du ventilateur en termes de masque, de tuyaux, mais également des données qu'il peut recevoir du patient. Et c'est une véritable valeur ajoutée qu'il doit défendre. Les contraintes pour lui, c'est forcément la gestion des alertes. Ça peut être de réaliser un exascore en cas de patient BPCO dans le protocole étape. C'est parfois difficile de définir les limites du champ d'action quand il y a une alerte. Il doit vraiment s'arrêter à les alertes liées au ventilateur et souvent il est confronté à des problèmes que lui posent les patients qui ne sont pas dans son champ de compétences. Il doit savoir rediriger vers le médecin traitant ou son pneumologue. Et forcément, du fait de toutes ces contraintes, c'est une responsabilité accrue. Un retour d'expérience, sur un an, il y avait eu 64 alertes, hein, qui peuvent être techniques ou médicales. Donc 44% des patients améliorent au moins un des critères, de l'observance de l'IH et des fuites.
un seul patient garde des fuites importantes à 1 an. Vous voyez que les variations d'observance sont des alertes qui sont souvent générées et je pense que il faut être prudent. C'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent. Augmentation de fréquence respiratoire, des fuites pour 17%, un IH pour 9%. Pour le patient, les bénéfices, eh bien, ils sont pas forcément là où on croit. Dans cette étude, publiée, dans la revue européenne, eh bien, vous voyez quelles sont les demandes du patient et quels sont les demandes des des soignants. Pour, le patient, régler les fuites, c'était un problème, important. En revanche, pour les soignants, ça l'était beaucoup moins. Pour, les patients, être télésuivi, c'était, probablement intéressant et ça l'était beaucoup plus pour les soignants. Et donc il faut bien avoir en tête que, le patient doit être toujours être au centre des préoccupations et comme, je le disais tout à l'heure, les études qui imposent aux patients, de multiples contraintes, de mesures quotidiennes, à mon avis, c'est pas l'avenir et il faut que ces systèmes de télésurveillance et la télésurveillance de la ventilation en est un, ils soient complètement transparents pour le patient, ça ne change rien dans son utilisation et il en comprenne les bénéfices. Là, je vous propose, un questionnaire qu'on avait fait dans le protocole étape où il y a un versant d'éducation thérapeutique où on l'avait, évalué et globalement, ces patients avaient reçu, des informations. C'est aussi l'occasion de dire que le télésuivi, c'est l'occasion pour le prestataire, pour le médecin, d'améliorer l'éducation thérapeutique de nos patients. Ils étaient plutôt contents, hein, de ces entretiens téléphoniques. Ils le recommandaient le plus souvent, voilà, aux patients et malheureusement, ils le recommandaient, ils trouvaient ça intéressant, mais globalement, c'est assez décevant, c'est que la plupart, n'avaient pas changé leurs habitudes. Mais bon, ils en étaient quand même contents. Et ils trouvaient que ça avait répondu à leurs attentes, ces entretiens téléphoniques d'éducation thérapeutique. Pour le patient, quelles sont les contraintes? Ben, je vous le disais, si vous faites, des alertes sur la fréquence respiratoire, eh bien, dans le cas d'alertes multiples, vous le savez, ces alertes multiples aboutissent parfois à une perte de sens et sont vraiment, ressenties comme une contrainte importante pour le patient. Il peut également se sentir épié ou, à contrario, il peut se sentir exagérément rassuré et il faut, l'en informer avant la mise en place du télésuivi qu'il faut toujours garder du bon sens clinique, d'une part, et que s'il ne se sent pas bien, il appelle son médecin traitant, mais également que, cette télésurveillance n'est pas un système, de surveillance de réanimation et qu'il est, effectif uniquement sur les jours ouvrés. Donc rappeler le bon sens clinique aux patients. Et puis, encore une fois, je le répète, je pense que le patient est encore insuffisamment impliqué dans les interactions médecin-prestataire et patient. En conclusion, le télésuivi permet de manière simple de suivre les principaux paramètres de ventilation. Il est transparent, il rajoute aucun dispositif au domicile de patient et il ne modifie pas l'usage de la ventilation. C'est une opportunité pour améliorer, protocoliser, faciliter les interactions médecins, prestataires et patients. Il faut aussi rappeler que toutes les publications de ventilation mentionnent très rarement la façon dont on a suivi et corrigé les fuites l'IAH et certainement que c'est un des axes d'amélioration ou plus précisément, il faudra le démontrer, mais on peut l'imaginer.
On peut donc espérer améliorer la qualité de vie et l'efficacité du traitement par ventilation par ce télésuivi. Des études sont nécessaires pour le démontrer, certaines sont en cours. Et il faut aussi rappeler que tout problème qu'on ne sait pas résoudre par ce télésuivi nécessite une consultation présentielle et la lecture des données polygraphiques haute résolution. Même si j'ai vu hier que en télésuivi, on pouvait d'ores et déjà avoir accès à ces données haute résolution. Voilà, je vous remercie.